Et si la météo prévoyait des vents d'une vitesse 10 fois plus importante que celle du son? Une averse d'acide sulfurique dans la soirée. Ou un ouragan couvrant un espace 2 fois grand comme la Terre, d'une durée de 3 siècles. Tout cela n'est pas un film de science-fiction. C'est ce que nous disent les rapports météo de l'univers. Ils reproduisent à l'extrême le climat terrestre. Nous allons voir quelques-uns des climats les plus terribles, les plus épouvantables, les plus fous que l'univers peut produire. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Voici les tempêtes dans le cosmos. La météo indique l'état de l'atmosphère. Nous pourrions penser que nous sommes mal lotis sur Terre. Avec ces terribles orages, les chaleurs oppressantes et des températures si basses qu'elles en sont parfois insupportables. Et pourtant, le temps, chez nous, est une promenade d'agrément comparée à ce qui se passe ailleurs dans l'univers. La pluie, le vent et les tempêtes y prennent un sens étrange et tout différent. Et si les mécanismes qui engendrent ces événements climatiques sont les mêmes que sur la Terre, les résultats sont effrayants à voir. Il fait 480 degrés sur Vénus, plus chaud que dans un four à pizza. Mars est complètement sèche et plus froide que la glace. Il y a des éclairs et des tempêtes. Tous ces phénomènes sont liés aux différences de température créées par l'apport irrégulier de lumière solaire, ce qui va causer des mouvements dans l'atmosphère. Le destin de la Terre se jouerait finalement dans l'immensité de l'espace. Nous allons donc regarder les climats les plus extrêmes que nous offre l'univers. Pour connaître l'évolution du climat de notre planète, il suffit de regarder les planètes qui sont nos voisines, dans notre système solaire. Les scientifiques savent que le climat commence toujours par un élément, la chaleur. La chaleur est un catalyseur qui crée les vents. Et on trouve sur d'autres planètes des vents complètement inconnus sur Terre. Jupiter est une planète monstrueuse. Si on mettait ensemble toutes les planètes, on n'atteindrait pas le volume gigantesque de Jupiter. Jupiter semble être un véritable parc d'attractions quand on observe les vents qui y règnent. Les vents rapides d'altitude, les jet streams, sont glaciaux. Sur Terre, il y a un jet stream par hémisphère. Sur Jupiter, en revanche, il y en a près de 30. Ils sont associés aux bandes nuageuses. Les jet streams de Jupiter se déchaînent autour de la planète dans des directions opposées. Ces courants, de différentes couleurs et visibles en surface, déchirent son atmosphère épaisse de 1600 km. En comparaison, sur Terre, il n'y a que quelques jet streams et l'atmosphère fait seulement 160 km d'épaisseur. Pourquoi autant de jet streams? Et pourquoi des vents sur une planète 4 fois moins ensoleillée que la Terre?
Selon une théorie, ces vents seraient destinés à ce que la chaude Jupiter se refroidisse. Jupiter a une masse 300 fois plus importante que celle de la Terre. Elle s'est formée grâce à une quantité de chaleur colossale dont elle essaie en permanence de se débarrasser. La chaleur libérée grimpe lentement dans l'atmosphère jusqu'à entrer en collision avec un air plus frais. Comme la Terre, Jupiter doit équilibrer les flux d'air chaud et froid par un système de haute et de basse pression et lutter pour rester en équilibre. Cette énergie sert aux tempêtes et aux vents que l'on trouve dans la haute atmosphère de Jupiter. Les jet streams sur Jupiter sont vraiment terribles. Ils filent à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Ils transportent beaucoup de gaz. Mais ils sont plutôt stables, ce qui n'est pas le cas sur Terre. Sur Terre, les vents de surface dépassent rarement 300 km/h. Sur Jupiter, ils peuvent dépasser 450 km par heure. C'est très rapide. On ne peut s'échapper, on est prisonnier de ce courant. Se déplacer sur les courants équatoriaux de Jupiter serait comme faire un tour sur les montagnes russes. C'est comme un grand 8 permanent et qui ne finirait jamais. J'adore! On serait secoué dans tous les sens sur plus de 160 km. C'est énorme. Le changement de pression serait plus important que si l'on passait en un instant de la surface terrestre au sommet de l'Everest. Les jet streams de Jupiter sont impressionnants, mais 450 km/h, ce n'est rien comparé à ce qu'il se passe sur la planète suivante. A priori, les astronomes n'imaginaient pas trouver un climat violent sur Neptune, et encore moins des vents aussi forts. Sur cette planète hostile, la chaleur est rare. Sur Neptune règne un froid glacial. L'ensoleillement de cette planète équivaut à seulement 1% de celui de la Terre. Jusqu'en 1989, on ne s'intéressait guère à Neptune. Elle était très éloignée du Soleil et la durée de son orbite était de 165 ans. Les astronomes n'imaginaient rien trouver sur la planète bleue. La mission Voyageur 2 a changé tout cela. Quand la sonde a zoomé en passant près de Neptune, les spécialistes ont découvert des traces de nuages. Le plus surprenant, c'est qu'ils se déplaçaient à des vitesses infernales autour de la planète. Une force les transportait donc. Était-ce des vents, aussi loin du Soleil ? Neptune est la planète la plus venteuse du système solaire. En surface, les vents soufflent à 1600 km à l'heure. Imaginez que vous franchiriez le mur du son rien qu'en regardant le ciel, tellement le vent file vite. Les spécialistes estiment que les vents atteignent plus de 2200 km/h, selon les conditions climatiques et les tempêtes qu'elles engendrent. Les vents sur Neptune, bien plus rapides que ceux qui soufflent sur Jupiter, sont un mystère encore irrésolu, d'autant que l'ensoleillement de Neptune correspond à 4% de celui de Jupiter. Ce manque de lumière solaire ou de chaleur est en totale contradiction avec ce que les spécialistes connaissent des vents terrestres. On pourrait croire que plus la lumière solaire est forte, plus le vent le sera. De toute évidence, c'est faux quand on compare la Terre à Neptune, puisque sur Terre, le vent souffle à 40 km/h et sur Neptune, 1400. Les scientifiques pensent qu'il y a sur Neptune une chaleur interne, issue de sa formation il y a quelques millions d'années. Mais que cette chaleur puisse déclencher de tels vents les laisse perplexes.
Il y a 2 fois plus de chaleur qui s'échappe de Neptune que le Soleil n'en apporte. Ce n'est pas suffisant pour expliquer ces vents incroyables. La science a trouvé une autre hypothèse pour les vents qui filent sur Neptune. L'absence de friction leur permettrait de circuler sans entrave autour de la planète. Nous pouvons nous réjouir qu'il y ait de la friction sur Terre. Elle naît quand les vents se heurtent à des obstacles comme les arbres, les immeubles, ainsi que les montagnes. Cela finit par les ralentir. Comme chez les autres géantes gazeuses, la surface de Neptune n'est pas solide. Malgré un faible ensoleillement et une friction également très faible, il peut se former des vents très rapides avec le temps. Les vents de Neptune sont les plus impressionnants de notre système solaire. Mais l'univers est vaste, et ce qui paraît ici exceptionnel fait pâle figure par rapport à ce qui se passe dans des régions plus lointaines. Les découvertes les plus passionnantes des sciences planétaires sont des vents incroyables que nous espérons bien ne jamais rencontrer. Pour trouver les vents les plus violents du cosmos, il faut nous rendre sur ce qu'on appelle les Jupiters chaudes. Ce sont des exoplanètes situées dans d'autres galaxies. C'est un lieu inhospitalier, bien pire que Neptune. Il fait encore plus chaud et les vents sont plus rapides. Si vous cherchez un coin tranquille pour vous installer, allez sur Neptune. Ces exoplanètes sont ce qu'il y a de pire. Les Jupiters chaudes tournent en orbite très près de leurs étoiles, bien plus près que Mercure ne le fait autour du Soleil. Et cette chaleur intense y est pour beaucoup dans la violence du climat. Par rapport à Jupiter, elle reçoit 20 000 fois plus de lumière que Jupiter n'en reçoit du Soleil. Sur ces planètes, la température est extrêmement élevée, entre 800 et 1000 degrés, et même plus. Certaines Jupiters chaudes sont bloquées par un effet gravitationnel qui les conduit à montrer en permanence la même face à leur étoile. Si c'est toujours la même face qui est exposée à la lumière de l'étoile, on peut penser qu'elle est très très chaude. Et en même temps, il y a l'autre face, la face nocturne qui ne voit jamais la lumière de l'étoile. Il est donc possible que ce côté-là soit très froid. Pour calculer la température des Jupiters chaudes, les spécialistes ont mesuré la différence de lumière quand elles passent devant et derrière l'étoile au cours de leur orbite. On peut les voir parce qu'elles brillent assez fort dans les infrarouges. Si on veut prendre la température d'une planète, il faut regarder ses infrarouges. On mesure ainsi la chaleur rejetée. Mais la différence de température entre la phase jour et la phase nuit était très faible, ce qui était étonnant compte tenu de la situation. Un élément transportait-il la chaleur du côté diurne vers le côté nocturne? Lequel? La réponse, des vents incroyablement rapides. Selon nos estimations, les vents pourraient atteindre plus de 9000 km/h. Ces vents de 9000 km/h que l'on trouve sur des Jupiters chaudes sont les plus rapides que nous connaissions dans le système solaire. Que représente une telle vitesse? Cela permettrait d'aller de New York à Los Angeles en 20 minutes. On a cette phase diurne incroyablement chaude avec tout ce gaz à la surface qui aimerait en quelque sorte se précipiter vers la face nocturne. Les vents sont créés par l'air chaud qui veut se déplacer vers la face froide de la planète. C'est un peu comme un windsurfer. Il sort sa planche un jour où il fait du vent, il dresse sa voile et s'il y a une bonne prise, il traverse la baie sans problème. C'est pareil avec ces planètes. Les vents sont d'une telle violence qu'ils prennent les gaz et les font avancer vers la face nocturne avant qu'ils aient entièrement refroidi. Ils sont imbattables. 9000 km/h. C'est ce qu'il y a de plus fou sur une planète. Concernant le climat dans l'espace,
Les spécialistes doivent prévoir l'imprévisible. Parfois, les vents se transforment en tempêtes qui ressemblent à des tornades. Les tornades galactiques sont imprévisibles et leur comportement est des plus étranges. On a découvert récemment dans l'espace une tornade aux dimensions épiques. Cette tornade de l'espace est un objet Herbigaro créé par les vents comme un résultat d'une étoile en formation. Un objet Herbigaro est un nuage brillant. Il est créé lorsqu'une étoile émet un jet de gaz très rapide qui percute les gaz stationnaires qui l'entourent, les réchauffe et provoque une émission de lumière. Cet objet Herbigaro pourrait être le champion des tornades les plus violentes de l'univers, à un détail près. En réalité, ce n'est pas une tornade, malgré sa forme qui en est proche. Elle présente une torsion en hélice sur toute sa longueur. Mais ce n'est pas un objet en rotation comme une tornade. Contrairement à une tornade terrestre, où le vortex de vent forme un cône, elle est produite par des forces magnétiques qui tracent un sillage de poussière cosmique et de particules. Celui-ci semble avoir une forme de spirale à l'intérieur. C'est assez bizarre, parce que la plupart des autres n'ont pas cela. Mais l'origine de cette rotation est sans aucun doute différente de celle d'une tornade terrestre. La tornade numéro 2 de la liste ressemble beaucoup plus à celle qu'on trouve sur Terre. C'est une figure particulièrement imposante. Les diables de poussière de Mars sont les homologues de nos tornades. Sur Mars, les tempêtes de poussière sont passionnantes. On en compte des milliers au cours d'une année martienne. Elles sont constituées de nuages opaques, larges de centaines de kilomètres et hautes de plusieurs kilomètres. Souvent appelée la planète rouge, Mars est un endroit poussiéreux et sinistre. Sa surface est couverte de sable. On n'y trouve aucune trace d'eau à l'état liquide. Et sur ce sol poussiéreux, les ennuis commencent avec le lever du soleil. Les diables de poussière peuvent atteindre des centaines de mètres de large, plus de 90 mètres de haut et une vitesse supérieure à 100 km/h en surface. Ils possèdent certaines similitudes avec les tornades terrestres. Les forces à l'intérieur d'un diable de poussière sont assez similaires à celles d'une tornade. Dans les deux cas, on a de minces vortex qui tourbillonnent sous l'effet des basses pressions situées en leur centre. Mais la tornade est beaucoup plus puissante en matière de vitesse du vent. La puissance d'une tornade est indéniable. Et les chercheurs de l'université d'Iowa ne se lâchent jamais de ces violentes tornades. Pour comprendre la formation des vortex, on a construit ici le plus gros simulateur de tornades du monde. Évaluer la force des tornades à une petite échelle permet aux chercheurs de comprendre ces phénomènes à l'échelle galactique. Ils étudient le comportement du vortex avec des cubes en plastique et du polystyrène. Vous voyez au-dessus de moi une turbine d'1,80 m qui aspire l'air. Le flux monte au centre et tournoie vers l'orifice de sortie. Comme l'air monte, le vortex se forme sous une taille que nous pouvons contrôler. Combinés, ces éléments reproduisent parfaitement la formation d'un vortex depuis sa base et jusqu'à sa croissance en entonnoir.
Les spécialistes savent que, comme les tornades, ces tourbillons de poussière se forment à partir du sol. La lumière du soleil frappe et réchauffe la surface. Cette chaleur doit être transportée par les bouffées d'air qui montent. L'air est aspiré, et comme une patineuse qui lève les bras en faisant une pirouette, il se met à tourner de plus en plus vite, entraînant la poussière du sol dans l'atmosphère. Tandis que cette convection, ou bulle d'air chaud, monte, le tourbillon de poussière se développe et se consolide pour s'élever à plusieurs centaines de mètres et atteint une largeur de 100 mètres en général. Progressivement, la poussière est de plus en plus aspirée, le tourbillon grossit et le diable de poussière commence à s'éloigner. Pourtant, si un futur colonisateur spatial était pris dans un tourbillon de poussière martien, cela ne lui serait pas fatal. Sur Mars, l'atmosphère est très mince. Vous sentiriez à peine le vent souffler sur vous. Vous ne réaliseriez pas qu'un diable de poussière passe au-dessus de vous tellement la pression est basse. Vous diriez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Notre dernière tornade galactique est un véritable mystère qui chamboule complètement les théories sur les tornades. Elle pose un double problème. Vénus, qu'on a longtemps considérée comme une planète romantique, est soumise à des conditions climatiques épouvantables. La chaleur oppressante, due à un effet de serre dément, explique le fait que la planète cherche en permanence à se refroidir, sans aucun succès. Vénus, c'est un endroit hostile et fascinant. Même les sondes qu'on y a envoyées n'ont pu travailler que quelques minutes. Leurs composants ont fondu. En raison de cette chaleur incessante, Vénus est en proie à des tempêtes permanentes. Elles sont à l'origine des vortex les plus intéressants qu'on ait jamais observés. Il y a en permanence une double tornade géante constamment active au pôle de Vénus. Depuis que la sonde Vénus Express a transmis de magnifiques images de la planète, les spécialistes cherchent pourquoi, au pôle sud, ce double vortex tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est comme une tornade à l'envers. L'air descend en entonnoir dans une spirale vers le sol, à l'inverse des tornades terrestres où l'air monte. C'est étrange qu'il y ait un double vortex. Regardez, voici deux tornades géantes qui tournent l'une autour de l'autre, et voici leurs deux lobes apparents, les deux moitiés là. Pour les chercheurs, ces tourbillons résultent du transfert de chaleur dans l'atmosphère. La chaleur monte de l'équateur de Vénus, puis tombe dans la partie la plus froide de la planète. Comme une baignoire qui se vide, le flux se concentre au niveau de l'écoulement, provoquant une rotation. Nous ne comprenons pas vraiment l'origine de ce double vortex. Ces tempêtes ont une énorme présence sur Vénus. Elles s'étalent sur des milliers de kilomètres et génèrent des vents de plusieurs centaines de km/h. Et ces vortex sont une constante sur Vénus. Le climat revêt de drôles de formes dans l'espace. Même la pluie. Mais d'autres planètes ont des atmosphères composées d'éléments chimiques différents. La pluie est alors formée d'ingrédients qui pourraient être mortels pour l'homme. Et ces pluies toxiques sont parmi les pires que l'on puisse trouver dans l'espace.
Au-delà des anneaux de Saturne, on trouve la deuxième plus grosse lune du système solaire. Titan. En 2005, la sonde Cassini-Huygens a pénétré l'atmosphère de Titan pour se poser à sa surface. Et l'on a découvert des paysages étrangement semblables à ceux que l'on voit sur la Terre. Titan est le seul corps planétaire du système solaire qui comprend des mers, comme la Terre. Pour moi, Titan est une version perturbée de la Terre. Les chercheurs étaient enthousiastes en découvrant des montagnes, des golfs et même des lacs de la taille du lac supérieur. Mais ce liquide dans les lacs et les rivières n'est pas de l'eau. C'est du méthane. Je n'aimerais pas nager dans un de ces lacs, c'est du méthane liquide, incroyablement froid. Cela signifie que lorsqu'il y a de la condensation, il pleut du méthane. Sur Titan, il ne pleut pas tous les jours. En fait, les chercheurs n'ont vu qu'en quelques occasions la formation de nuages. Mais on en trouve partout des preuves. Ces rigoles profondes sont les traces de fortes pluies. Nous sommes ici à Tucson. Il n'a pas plu depuis longtemps, il ne pleut pas souvent. Mais parfois une pluie très violente ruisselle par cette gorge et érode cette paroi. On trouve le même genre de marque sur Titan. Là-bas, il pleut rarement, mais il y a des inondations incroyables par moments. Sur Titan, les pluies doivent être assez violentes. On voit beaucoup de traces d'érosion à la surface qui suggèrent que certaines de ces tempêtes sont très puissantes. Sur Titan, la formation d'un orage nécessite un certain temps. Dès que sont réunis assez de nuages, une tempête se déclenche. Que se passerait-il si l'on voyait une tempête? À quoi ressemblerait-elle? Les plus grosses sont incroyables, elles couvriraient le ciel d'un bout à l'autre. Et nous verrions tomber doucement des gouttelettes, bien plus lentement que sur Terre. En fait, tout marcherait au ralenti. Le vent, la pluie, mais ce ne serait pas de l'eau qui tomberait ainsi doucement sur le sol. Ce serait du gaz naturel. Imaginez une bruine toxique avec la consistance visqueuse du pétrole brut et avec une température de moins 300 degrés. C'est cela, Titan. Retournons sur Vénus où la chaleur du Soleil est assez présente. L'atmosphère très dense, contenant du gaz carbonique, provoque un effet de serre qui emprisonne la chaleur. Tout cela a créé de la condensation et d'épais nuages d'acide sulfurique. Quelle ironie que Vénus soit la déesse de la beauté. L'origine de sa beauté est l'un des acides les plus puissants que connaisse la science. Autrement dit, les femmes ne viennent pas de Vénus. Il y aurait des tempêtes et des mouvements de convection circulant alentour. Et aussi des zones de turbulence à l'intérieur des nuages. Sur Vénus, des tempêtes se produisent à 50 km au-dessus de la surface, dans le lit des nuages. Et il tombe constamment des pluies acides. La pluie acide qui tombe sur Vénus, c'est littéralement de l'acide de batterie. Elle est si puissante qu'elle vous transpercerait la peau en vous infligeant de sacrées blessures. Ce qui resterait de votre corps serait carbonisé par l'acide sulfurique, voire réduit en un tas de cendres. La dernière pluie que nous observerons
est la plus toxique, la plus dangereuse de toutes. Partout dans l'univers, on trouve ce type d'étoiles, appelées les naines brunes. D'une masse supérieure à notre plus vaste planète, Jupiter, elles sont si pâles que les télescopes ont du mal à les détecter. Une naine brune est une étoile avortée. C'est une boule de gaz qui n'a jamais réussi à se transformer. Il faut une certaine quantité de gaz pour qu'émerge une étoile. Une naine brune n'y est jamais parvenue. Malgré cet échec, sur une naine brune, les températures sont encore impressionnantes. Elles dépassent 1600 degrés. Et contrairement aux étoiles trop chaudes pour posséder un climat, les naines brunes sont assez froides pour qu'il s'y produise des mouvements d'air chaud et de la condensation. À ces températures, le mot pluie prend une connotation effrayante. Au profond de l'atmosphère d'une naine brune, il fait si chaud que même le fer est à l'état vaporeux, comme l'eau dans notre atmosphère. Ainsi transformé, le fer monte, se refroidit, se solidifie et devient du sable. Et ce fer commence à se condenser, puis à former de gros nuages rebondis, mais des nuages de sable qui sont bouillants. Ils font 800 degrés. Si une naine brune fait environ la taille de Jupiter, elle a une masse 30, 40 ou 50 fois supérieure. La gravitation y est très forte. Elle équivaut à 300 fois la gravitation terrestre. Les objets pourraient donc tomber beaucoup plus vite. Les projections à la sablonneuse sont une bonne comparaison avec celles qui se produisent sur une naine brune. Dans l'atmosphère d'une naine brune, la gravitation est 300 fois celle de la Terre. Et ces petits grains de sable tombent des nuages à 110, 130 ou 160 km/h. C'est à peu près comme le sable projeté par une sableuse. Cette plaque d'acier a été tordue par la puissance de la sableuse. Imaginez ce qu'une pluie de fer tombant dans l'atmosphère d'une naine brune à une vitesse de 160 km/h pourrait infliger à une plaque comme celle-là. Ces gouttes de fer liquide sont à une chaleur de 1500 à 1650 degrés. Elles commencent à tomber à une vitesse de 80, 130, 160 km/h. Votre parapluie sera réduit en lambeaux par cette grêle brûlante. Ce serait vraiment une pluie venue de l'enfer. C'est probablement le pire climat de l'univers. Chaleur, convection et condensation sont les éléments qui constituent le climat. Seuls, ils génèrent sur d'autres planètes des pluies spectaculaires, des vents supersoniques et des chaleurs intenses. Ensemble, ils forment des tempêtes incroyables. Une tempête a besoin d'un écart de température. Sur Terre, il est le résultat d'un échauffement inégal par le Soleil. Nous en avons un exemple évident. Dans l'océan, il fait plus froid que sur Terre. Ouragans, cyclones et vortex sont les merveilles du climat de la Terre. Mais aussi de celui de l'espace. Si sur Terre les tempêtes durent quelques heures, voire quelques jours, dans l'espace elles peuvent durer des siècles. Ces ouragans font passer les nôtres pour une brise d'été. Sur Neptune, on trouve les vents les plus rapides du système solaire. Mais on y remarque aussi une grande tache sombre. Il s'agit d'un ouragan mystérieux qui, comme les tempêtes, apparaît et disparaît sans prévenir.
Il file autour de la planète dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Découverte par Voyageur 2, c'est une grande tache noire et bleue. On dirait une violente tempête, environ de la taille de la Terre. On ne connaît pas l'origine de sa formation ni pourquoi elle est sombre. C'est une énigme, tout comme une autre tempête du système solaire. Saturne est connu pour ses magnifiques anneaux, mais son atmosphère demeure une énigme. Si vous attendez une trentaine d'années, Saturne vous offrira une tempête plus magnifique que tout ce que vous pouvez imaginer. La nature elle-même en sera impressionnée. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est une tempête gigantesque qui a lieu tous les 30 ans sur Saturne et qui recouvre progressivement tout son équateur. C'est vraiment un phénomène à l'échelle planétaire et nous pensons qu'il s'agit d'une monstrueuse tempête orageuse. Les astronomes ont observé son développement à l'équateur, là où elle reçoit le plus de chaleur venant du Soleil. Peut-être la chaleur augmente-t-elle avec le temps, avant d'éclater en tempête sur cette planète où rien n'existe pour la freiner. Autrement dit, c'est un peu comme un cercle vicieux, comme quand une boule dévale une pente. La tempête devient globale. Quelques mois plus tard, la tempête a perdu de sa force et se rendort pour une trentaine d'années. Pourquoi est-elle apparue? Pourquoi ce cycle? Les spécialistes l'ignorent encore. Mais il existe dans notre système solaire une tempête encore plus puissante et qui dure plus longtemps que la Grande Tache Blanche. Jupiter a longtemps fasciné les chercheurs qui étudient les climats violents de l'espace. Depuis des siècles, sa grande tempête est un régal pour les yeux. Jupiter est la géante de notre système solaire. Les autres planètes sont des naines à côté. Son climat est à la mesure de sa force et de sa taille. C'est un spectacle étourdissant. En 1664, l'astronome Robert Hooke a découvert quelque chose de bizarre sur Jupiter. Une tache qu'on appelle aujourd'hui la Grande Tache Rouge. C'était une tempête planétaire, stable depuis 1664, mesurant plusieurs fois la taille de la Terre. C'est un des phénomènes les plus étonnants de notre système solaire. La Grande Tache Rouge était nommée ainsi avant qu'on sache ce que c'était, car elle était visible depuis la Terre avec un télescope. On connaissait son existence depuis des siècles. En fait, cette tempête impressionnante est une zone de haute pression qui bouillonne depuis au moins 300 ans. La matrice de tous les ouragans du système solaire est en fait sur Jupiter. Ce n'est pas vraiment un ouragan, mais il se comporte comme tel. On trouve une source de chaleur et des vents tourbillonnants qui font passer pour des nains tout ce qu'on trouve sur Terre. On pourrait placer 2 terres à l'intérieur de cette tempête. Les vents y soufflent à 480 km/h. Les ouragans et la Grande Tache Rouge sont tous deux des vortex géants. Les premiers ont une zone de basse pression, la seconde est une zone de haute pression. Dans les deux cas, des vents violents encerclent le vortex. Comme un œil géant, la tempête tourne sans interruption autour de Jupiter. Elle est accompagnée de vents de 640 km/h. Sans jamais faiblir, la chaleur interne de Jupiter lui procure son énergie et dévore tout ce qu'elle trouve en chemin. Si vous êtes un petit tourbillon sur sa route, méfiez-vous, elle va vous avaler tout cru, comme un petit poisson.
Pour les scientifiques, c'est cette absence de friction sur Jupiter qui permet à cette tempête de bouillonner de façon ininterrompue depuis des siècles. En revanche, sur Terre, le frottement existe et il permet aux ouragans de se désagréger en quelques jours. D'un autre côté, la durée de vie de la grande tache rouge est de plus de 100 ans. On ne sait pas pourquoi. Probablement parce que le frottement dans l'atmosphère de Jupiter est plus faible que celui qui se produit sur Terre. Jupiter est un bon exemple d'une planète qui développe sa propre énergie pour fabriquer une tempête. Et ce depuis des siècles. La météo est l'état d'une atmosphère. D'un bout à l'autre de l'univers, on retrouve des événements qui ressemblent à ceux du climat terrestre, mais ils sont surdimensionnés. Pourquoi étudier le temps qu'il fait sur les autres planètes? Si vous n'étudiez que la Terre pour la comprendre, vous pourriez rater un contexte plus large, dans lequel le phénomène que vous tentez de décrire est inscrit. Ainsi, par exemple, on parle d'effet de serre sur la Terre. Eh bien, on regarde Vénus pour confirmer une hypothèse ou apprendre quelque chose. Il est tentant de croire qu'on trouvera toutes les réponses à nos problèmes en regardant seulement la Terre. Mais c'est réducteur, c'est limité et c'est illusoire. Quand on étudie des phénomènes familiers dans des situations inconnues, cela permet de voir si on comprend vraiment ce qu'on étudie. Il est essentiel de comprendre les modèles climatiques d'autres planètes pour savoir si la vie est possible. Nous sommes une planète parmi d'autres et le Soleil est une étoile parmi d'autres. Nous sommes dans une partie quelconque de la galaxie. Il y a beaucoup à apprendre de ce que nous révèlent les autres.